Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo consacrée à la programmation fonctionnelle en JavaScript. L'objectif de cette vidéo va être de vous faire découvrir ce que c'est que la programmation fonctionnelle, comment ça peut vous aider à résoudre plus facilement certains problèmes, comment faire de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Et donc cette vidéo sera en deux grandes parties. La première consacrée aux bases de la programmation fonctionnelle, avec des notions comme la notion de fonction pure ou la fonction d'ordre supérieur. Et la deuxième partie sera consacrée plus spécifiquement à la notion de structure de données immutable. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la programmation fonctionnelle? Eh bien, c'est un paradigme de programmation. Un paradigme, c'est une manière de concevoir ce que c'est que la programmation et de résoudre les différents problèmes. Une philosophie de programmation, si vous préférez. Le paradigme le plus répandu et que vous utilisez sûrement si vous n'êtes pas familier avec la programmation fonctionnelle, c'est la programmation impérative. C'est un paradigme qui dit qu'en fait un programme c'est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre. Comme une recette de cuisine, vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, tout ceci constitue un programme qui, à l'arrivée, fait ce que vous voulez qu'il fasse. Donc ça c'est le paradigme, un des paradigmes les plus répandus. Un autre paradigme, c'est la programmation orientée objet, qui considère la programmation comme une collection de classes et d'objets qui ont des méthodes et des propriétés, et tout ceci permet de modéliser les différents éléments de mon application et de résoudre certains problèmes plus facilement. Donc la programmation orientée objet, vous connaissez aussi sûrement. C'est possible donc en JavaScript avec des classes ou alors avec des prototypes. Et il existe de nombreux langages de programmation orientés objet comme PHP, comme C++, etc. Et donc la programmation fonctionnelle, c'est un nouveau paradigme de programmation qui a une approche différente dans la résolution des problèmes. Il est là pour résoudre un certain nombre de problèmes que pose la programmation impérative. La programmation fonctionnelle, c'est simplement le fait de dire qu'un programme, c'est un ensemble de fonctions mathématiques que l'on va pouvoir composer entre elles. Et donc ça permet une meilleure réutilisation de ces fonctions, des tests plus faciles et d'une manière générale, de mieux comprendre ce que fait notre programme. Alors la notion de paradigme, elle est bien souvent liée à la notion de langage, puisque tous les langages ne permettent pas d'utiliser les mêmes paradigmes. Certains langages sont plutôt orientés objet, d'autres sont purement impératifs, d'autres sont des langages fonctionnels, en ce qu'ils encouragent, par leur design, d'utiliser de la programmation fonctionnelle. Alors dans ces langages fonctionnels, on peut citer Scala, Clojure, Erlang, OCaml, etc. Les langages fonctionnels sont assez nombreux, et tous les langages ne permettent pas de faire de la programmation fonctionnelle, puisque certains langages n'ont pas les outils indispensables de la programmation fonctionnelle. Aujourd'hui, le langage qui nous intéresse, c'est JavaScript, et JavaScript, c'est un langage qui est un peu particulier dans son évolution et dans son design, puisque voilà, aujourd'hui c'est un langage qui est multiplateforme, navigateur et côté serveur, et qui évolue de manière extrêmement rapide. Et récemment, notamment dans ses dernières versions, ES 2015, JavaScript devient de plus en plus un langage fonctionnel, avec des fonctionnalités comme les fonctions fléchées ou les filters sur les tableaux. Alors maintenant, on va passer au concret en découvrant ensemble quels sont les grands principes de la programmation fonctionnelle. Et le premier de ces principes, c'est la notion de fonction pure. Une fonction pure, c'est une fonction qui n'a pas d'effet de bord. Et un effet de bord, une fonction qui a un effet de bord, c'est une fonction qui manipule quelque chose qui se trouve en dehors de son environnement. Concrètement, par exemple, si vous avez par exemple une variable a qui vaut bonjour, comme ceci, que vous avez une fonction que je vais appeler fn ici, fonction, voilà, qui modifie a comme ceci. Alors quand vous allez appeler cette fonction, a ne vaudra plus bonjour mais vaudra au revoir. Vous avez en fait modifié au sein de la fonction fn une variable a qui était définie à l'extérieur de cette fonction. Et bien ça,
c'est la définition même d'un effet de bord. Une fonction pure, c'est une fonction qui, normalement, prend des arguments en entrée et renvoie un résultat, mais ne modifie pas ce qui se trouve à l'extérieur, ne modifie pas les arguments passés en entrée et ne fait que simplement retourner le résultat de différents calculs. Un effet de bord, ça peut être par exemple écrire dans la console ou écrire dans un fichier. Ça, ce sont des effets de bord parce qu'à chaque fois, vous accédez à quelque chose qui se trouve à l'extérieur de cette fonction. Donc un exemple de fonction pure, ça peut être par exemple une fonction somme, comme ceci, qui va simplement renvoyer la somme des deux éléments qu'on lui passe en paramètre. Donc ici, je renvoie A plus B. Ici, j'ai créé une fonction pure. Si je fais somme de 2 et 3, de 2 et 3, j'obtiendrai le résultat 5. Et cette fonction, ici, n'utilise pas des variables définies à l'extérieur, ne modifie pas les arguments qui lui ont été donnés, elle ne fait qu'effectuer un calcul et renvoyer le résultat de ce calcul, et rien d'autre. En théorie, en programmation fonctionnelle, on va utiliser le plus de fonctions pures possible. Dans l'idéal, il faudrait n'utiliser que des fonctions pures. L'intérêt des fonctions pures, c'est qu'elles sont plus faciles à réutiliser, parce que vous allez diviser votre code en petites fonctions qui vont effectuer des calculs et plutôt que d'avoir une suite d'instructions extrêmement longue, vous allez avoir différentes fonctions qui vont s'appeler les unes les autres et les composer ces fonctions ensemble. Et donc ces fonctions, parce qu'elles sont plus courtes et parce qu'elles n'ont pas d'effet de bord, vous allez pouvoir les réutiliser tout au sein de votre programme et créer comme ça une librairie de fonctions réutilisables. Elles sont aussi plus faciles à tester, encore une fois parce qu'elles n'ont pas d'effet de bord. Dans le cadre de tests, lorsque vous faites des tests unitaires, si vous avez une fonction qui, je ne sais pas moi, appelle une base de données, enfin se connecte à une base de données pour modifier une valeur qui se trouve dans cette base, au moment où vous allez faire votre test unitaire, vous ne voulez pas forcément réellement faire un appel à la base de données. Et donc ça, c'est un problème, parce que comme la fonction a des effets de bord, vous ne pouvez pas vous contenter d'appeler cette fonction pour vérifier son fonctionnement, parce que vous risquez de créer vous risquez de provoquer des effets extérieurs, comme le fait de modifier une base de données que vous ne voulez pas modifier. Donc vous allez être obligé de créer une copie de cette fonction, d'utiliser différentes astuces qui vont vous permettre de tester cette fonction sans tester ses effets de bord. Alors que si votre fonction est pure, vous n'avez qu'à simplement appeler cette fonction avec les arguments que vous voulez et vérifier que le résultat est bien le résultat attendu. Donc comme je vous le disais, en programmation fonctionnelle, on va utiliser le plus de fonctions pures possible. Sauf qu'en pratique, on ne peut pas totalement se passer des effets de bord. Il y a toujours un moment où on va vouloir écrire dans un fichier, écrire dans la console, on ne peut pas totalement s'en passer. Donc ce qu'on peut faire, pour limiter ces effets de bord, c'est tout simplement les centraliser. Par exemple, si vous voulez écrire dans un fichier, vous allez avoir une classe qui est simplement responsable de la communication avec le système de fichiers. Vous avez parfaitement identifié les effets de bord. Vous allez limiter ces fonctions le plus possible. Et en dehors de ça, partout où c'est possible, vous allez utiliser des fonctions pures. L'intérêt des fonctions pures, c'est qu'elles permettent ce qu'on appelle la transparence référentielle. La transparence référentielle, c'est le fait de dire qu'une fonction pure est strictement égale à son résultat. Autrement dit, ici j'ai une fonction somme. Si par exemple donc je veux faire quelque chose comme var résultat égale somme de 2 et 3, c'est exactement la même chose que d'écrire var résultat égale 5. Pourquoi c'est exactement la même chose? Parce que la fonction somme ne fait que renvoyer la somme de 2 et 3 et n'a aucun effet de bord. A l'inverse, si ma fonction n'est pas pure, c'est-à-dire qu'en plus de renvoyer une somme, elle fait un console log de salut, alors ici, ça ne fonctionne pas. Parce que je ne fais pas qu'affecter une valeur à un résultat, j'écris aussi du texte dans la console. Donc je ne peux pas simplement me contenter de remplacer la fonction par son résultat. Quand vous n'utilisez que des fonctions pures, vous pouvez, partout où vous utilisez ces fonctions,
les remplacer directement par leurs résultats, et le fonctionnement du programme restera totalement inchangé, et c'est ce qu'on appelle donc la transparence référentielle. Et c'est un bon moyen d'identifier quelles fonctions sont pures et quelles fonctions ne le sont pas. Si vous avez un doute sur une des fonctions que vous avez écrites, si vous n'êtes pas sûr que cette fonction soit totalement pure, eh bien remplacez cette fonction par le résultat qu'elle est censée renvoyer à l'endroit où vous appelez cette fonction, et si votre programme fonctionne exactement de la même façon, c'est que votre fonction est une fonction pure. Une autre notion importante, c'est la notion de fonction d'ordre supérieur. Dans les langages de programmation fonctionnelle, les fonctions sont considérées comme des valeurs à part entière, au même titre que les chaînes de caractères, les nombres, les objets, etc. Cela implique que l'on puisse passer à une fonction en argument une autre fonction, ou alors qu'une fonction puisse elle-même retourner une autre fonction comme valeur de retour. Et donc une fonction qui prend en argument une fonction, ou alors renvoie une fonction en valeur de retour, s'appelle une fonction d'ordre supérieur. Et pour illustrer ça, on va créer ensemble une fonction d'ordre supérieur. Alors on va commencer par créer une fonction pure, qui sera la fonction carré, qui va prendre en paramètre un nombre et retourner le carré de ce nombre, donc nb fois nb. Donc ça c'est une fonction pure. Je vais ensuite créer une fonction de premier ordre que je vais appeler format. Et cette fonction, elle aura la signature suivante. Elle va d'abord prendre une fonction en premier argument, suivi de l'argument qui sera passé à cette fonction et que je vais appeler arg, et suivi d'un nom, comme ceci. Et cette fonction, elle va faire un console.log de le résultat de la fonction, donc plus nom, et plus fn de arg, comme ceci. Et ensuite, pour utiliser cette fonction format, donc je vais appeler cette fonction, comme ceci, non pas focus, format, comme ceci. En premier argument, je vais lui donner la fonction carré. En deuxième argument, je vais lui donner 8. Et en troisième argument, je vais simplement mettre carré dans une chaîne de caractères, comme ceci. Quand j'exécute ce code, j'obtiens le résultat de la fonction carré est 64. Et donc vous voyez que ça fonctionne comme on s'y attend. Ce qui s'est passé, c'est que là j'ai donc créé une fonction d'ordre supérieur qui prend en argument une fonction qui accepte un seul argument. La fonction format va exécuter cette fonction et renvoyer et formater en fait le résultat sous la forme d'une chaîne de caractères et afficher cette chaîne de caractères dans la console. Et donc là j'ai fait deux choses, c'est que j'ai illustré le principe de fonction d'ordre supérieur et en même temps j'ai montré comment il était possible d'isoler les effets de bord dans des fonctions bien spécifiques. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une fonction carré qui calcule le carré et affiche le résultat dans la console, j'ai une fonction carré qui est strictement pure, et j'ai une fonction format qui, pour n'importe quelle fonction pure, affiche son résultat dans la console. Donc ça, ce sont les fonctions d'ordre supérieur. Alors une autre notion importante, c'est la notion de récursivité. La récursivité, c'est le fait qu'une fonction puisse s'appeler elle-même, et donc créer un comportement similaire à celui d'une boucle. Pour illustrer cette récursivité, on va créer donc notre première fonction récursive, que je vais appeler loop. Et cette fonction, hop, elle va tout simplement prendre en paramètre un nombre, d'ailleurs je vais l'appeler i, voilà, et elle va faire un console.log de i. Donc ici l'exemple c'est simplement pour montrer ce que c'est que la récursivité. Donc vous allez me dire oui, c'est pas une fonction pure. Effectivement, ça n'est pas une fonction pure, mais c'est pas très important. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce console.log, on fait un loop de i plus 1. Et donc ici, pas plus a, mais plus 1, voilà. Et donc ici, nous avons créé une fonction récursive sans condition de sortie.
Cette fonction récursive va donc s'exécuter de manière indéfinie et potentiellement planter le navigateur, un peu comme si j'avais créé une boucle infinie comme ceci en faisant while true et console.log de foo. Alors ça affiche foo dans la console indéfiniment jusqu'à ce que mon navigateur plante. Ce qui se passe en fait, pour bien comprendre, c'est que quand j'appelle donc loop 0 par exemple, alors ça va afficher 0 dans la console, ça c'est la première ligne, et ensuite ça va appeler la fonction loop avec i plus 1, donc 1, ce qui va afficher 1 dans la console, puis ça va appeler la fonction loop avec i plus 1, donc 2, ce qui va afficher 2 dans la console, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, je n'ai pas de condition de sortie. Une condition de sortie, c'est simplement une condition qui va permettre de déterminer quand est-ce que la récursion s'arrête. Et donc, pour ma condition de sortie, je vais simplement ici faire un if i est inférieur à 10. Voilà, donc là, j'ai bien une condition de sortie qui va faire qu'à un moment, ma récursion va s'arrêter. Et si j'exécute ce code, j'obtiens bien le résultat suivant, ça affiche les nombres de 0 à 9. Alors maintenant que j'ai ma première fonction récursive, on va l'améliorer un peu. Plutôt que d'avoir cette fonction là qui prend en paramètre la valeur de début de l'itération, je vais créer une fonction qui prend un nombre n en paramètre et exécute le code suivant n fois. Et donc pour faire ça, je vais ici, le i, je vais le remplacer par un n, je vais enlever ce petit bout de code ici, et à l'intérieur de ma fonction loop, je vais créer une autre fonction, la fonction d, qui en fait sera la fonction récursive. Donc cette fonction va prendre un paramètre i, comme ceci. Là je reprends le code de tout à l'heure, sauf qu'au lieu de faire une récursion sur loop, je fais une récursion sur d, comme ceci. Et ensuite, ici dans le if, plutôt que de dire si i est inférieur à 10, je fais si i est inférieur ou égal à n. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je peux faire des 0. Voilà. Et ici, eh bien, je vais appeler ma fonction loop avec le nombre 20. Et là, j'ai le code qui s'exécute bien 20 fois. Maintenant qu'on a bien compris ce que c'était qu'une fonction récursive, je vais vous montrer rapidement comment on peut implémenter un for each qui soit donc une fonction pure en utilisant de la récursivité. Donc un for each, c'est une fonction qui va prendre en paramètre un tableau et qui va exécuter une fonction pour chaque élément de ce tableau. Donc notre fonction for each, on va faire var for each égale function, elle va prendre en paramètre un tableau et une fonction que je vais appeler cb comme callback, et elle va exécuter cette fonction pour chaque élément de ce tableau. À l'intérieur de cette fonction for each, je vais créer une autre fonction, la fonction d, qui sera ma fonction récursive. Et cette fonction d, elle va prendre en paramètre bien un nombre que je vais appeler cur comme current, qui sera l'itération courante de ma boucle et qui va me permettre de déterminer ma condition de sortie. Et ensuite, à l'intérieur de cette fonction d, je vais donc créer ma condition de sortie qui sera que si current est plus petit que la taille de mon tableau, donc ce sera r.length, alors je vais appeler mon callback avec les arguments donc r current et hop, et voilà. Donc là j'appelle mon callback en lui passant en paramètre la valeur courante, donc qui est donc la valeur de r qui se trouve à l'index current, l'index en cours et le tableau sur lequel on est en train d'exécuter la fonction.
Et une fois que j'ai appelé mon callback, eh bien, j'appelle à nouveau la fonction D en lui passant en paramètre current plus 1, comme ceci. Et donc pour tester que ça fonctionne, je vais créer un tableau qui contiendra des prénoms, donc ce sera Pierre, Paul et Jacques. Et je vais tester ma fonction comme ceci. Donc prénom. Et je vais faire un console.log de bonjour plus prénom. Alors si je teste ce petit bout de code, eh bien ça ne fonctionne pas. Eh oui, bien sûr. Donc là j'ai complètement oublié de déclencher ma fonction récursive, donc ça peut pas fonctionner. Il faut pas que j'oublie ici de démarrer ma boucle en appelant une première fois la fonction D, et donc je vais l'appeler en faisant D de 0. Et alors là ça fonctionne correctement, j'ai bien bonjour Pierre, bonjour Paul, bonjour Jacques. Alors on va décomposer un peu tout ce qui se passe. J'ai donc une fonction forEach qui est une fonction d'ordre supérieur, puisqu'à l'intérieur de cette fonction j'ai défini une autre fonction, et c'est cette fonction D qui en fait est ma fonction récursive. Cette fonction D, elle va simplement exécuter la fonction callback que l'on aura passé en paramètre pour chaque élément du tableau. C'est-à-dire que elle est exécutée donc au départ avec la valeur 0, et puis ensuite, donc à la première exécution de ma fonction D, quand current vaut 0, alors current est bien plus petit que r.length, parce que ça vaut 3 en l'occurrence, puisqu'il y a 3 éléments dans mon tableau. Donc comme cette fonction-là est bien valide, alors mon callback est exécuté une première fois, et ensuite la fonction D est rappelée avec la valeur de current, qui cette fois vaut 1. Et ensuite, mon callback est exécuté une autre fois, puis encore une fois, puis encore une fois, jusqu'à ce que current vale 3, et lorsque current vaut 3, mon callback n'est plus exécuté, puisque current n'est plus inférieur à la taille de mon tableau, et donc ma fonction récursive s'arrête. Et donc ici, cette fonction forEach, elle prend en argument un tableau et une fonction, n'importe quelle fonction. Ici c'est une fonction anonyme, mais j'aurais très bien pu aussi faire var a égale fonction prénom, comme ceci, et faire ceci. Et utiliser une fonction nominative. Oups, voilà. Ça produit exactement le même résultat, mais en général avec des forEach on utilise des fonctions anonymes. Et donc ici c'est une approche un peu plus fonctionnelle, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser une boucle for qui en plus est souvent assez pénible à écrire, var i égale 0, i plus petit que r point length, i plus plus, etc. Non, juste, voilà, ici c'est un point virgule, alors i plus plus, et ici vous faites un console.log de bonjour r i. Vous voyez que l'approche purement fonctionnelle avec des fonctions d'ordre supérieur est beaucoup plus simple à écrire, puisque ici au sein de ma fonction je peux facilement récupérer donc la valeur en cours, mais aussi l'index, et puis le tableau sur lequel je suis en train de travailler. Donc là c'était juste un exemple pour montrer comment implémenter un forEach de manière récursive, mais en situation réelle on n'a pas besoin de l'écrire soi-même, puisque forEach est déjà une fonction présente, enfin une méthode présente sur tous les tableaux en JavaScript.
Donc vous pouvez très simplement faire ceci et ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de le réimplémenter vous-même. Alors tant qu'on est sur la manipulation des tableaux, on va aborder les méthodes map, filter et reduce, qui sont toutes les trois des méthodes présentes sur les tableaux en JavaScript et qui sont particulièrement utilisées en programmation fonctionnelle parce qu'elles permettent de manipuler les tableaux en utilisant des fonctions. Elles sont donc toutes les trois des fonctions d'ordre supérieur puisqu'elles vont prendre en paramètre une fonction et l'appliquer d'une certaine manière à un tableau, et elles permettent de manipuler des tableaux sans altérer les données originales. Alors la première méthode qu'on va aborder, c'est donc la méthode map, qui va permettre à partir d'un tableau de créer un autre tableau en appliquant à chaque élément du tableau original une fonction particulière. Par exemple, si vous avez un tableau de nombres, donc 1, 9, 8, 13, sur ce tableau, vous allez pouvoir appeler la fonction map, et la fonction map prend en argument, en unique argument, une autre fonction, qui elle-même va prendre en argument bien, la valeur courante, une valeur, et éventuellement un index et le tableau sur lequel on est en train de travailler. Alors pour raccourcir un peu la syntaxe, je vais ici utiliser une fonction fléchée, qui est une nouveauté de JavaScript depuis ES 2015, et je vais simplement faire ceci. N, fonction fléchée, n fois n. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La fonction map, c'est une fonction qui va faire une boucle sur le tableau sur lequel elle est appelée, itérer sur ce tableau, et pour chaque itération, chaque élément de ce tableau, elle va appeler la fonction qu'on lui passe en paramètre et appliquer et créer un tableau qui sera composé des valeurs de retour de la fonction passée en paramètre pour chaque itération. Autrement dit, la fonction ici, fonction fléchée ici, prend en paramètre un nombre et renvoie son carré. Et ce petit bout de code, donc le point map sur ce tableau, va en fait créer un autre tableau qui sera les carrés des valeurs 1, 9, 8 et 13. Si je sauvegarde ce petit bout de code et que j'actualise la page, j'obtiens 1, 81, 64, 169 qui sont bien les carrés des nombres que contenait mon tableau. Et je n'ai pas altéré le tableau original. Pour vous montrer ceci, je peux faire var ar égale voilà et var c égale ar.map comme ceci. Et là, si je fais un console log de ar et un console log de c et que j'actualise, mon tableau original, lui, n'a pas changé, et le nouveau tableau, lui, contient bien les carrés des nombres du tableau original. Donc la méthode map, c'est d'une certaine manière une fonction pure puisqu'elle ne modifie pas le tableau original, donc j'ai pas de risque de perte de données, et c'est une fonction de premier ordre qui va appliquer, qui est capable de fonctionner avec n'importe quelle fonction qui prend au moins un argument. Donc ça c'est le map et c'est très pratique, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Et ensuite il y a la fonction filter. La fonction filter, elle permet de créer un tableau, de filtrer un tableau, comme son nom l'indique, donc de créer un tableau qui contiendra uniquement les éléments pour lesquels la fonction de callback, donc passée en paramètre ici, renvoie un résultat vrai. Donc ici je vais créer un tableau qui contiendra donc 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 et puis 11, et je vais faire un filter sur ce tableau
Et comme tout à l'heure, je vais créer une fonction donc qui prend en paramètre un nombre n, et je vais renvoyer ceci, n, donc le modulo de n par 2 est égal à 0. Alors si vous ne vous rappelez pas ce que c'est qu'un modulo c'est un opérateur qui renvoie le reste de la division euclidienne de deux nombres. Donc 4 modulo 2, ça renvoie 0, puisque 4 divisé par 2, puisque 4 est bien divisible par 2, et donc le reste de la division euclidienne c'est 0. Par contre 4 divisé par 3, eh bien si on fait une division euclidienne de 4 divisé par 3, ça va faire 1 avec un reste de 1, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, en renvoyant le modulo de n par 2, et en renvoyant non pas le modulo de n par 2, mais bien le booléen qui compare le modulo de n par 2 à 0, en fait, je crée un filtre qui ne renvoie que les nombres pairs. Autrement dit, cette fonction-là, cette fonction ici, renvoie true ou false, et elle ne renvoie true que si le nombre n est divisible par 2. Puisque dire le modulo du nombre n par 2 est égal à 0, c'est la même chose que de dire le nombre n est divisible par 2. Donc si je fais un console log de ce petit bout de code ici, et que j'actualise, j'ai créé un tableau qui ne contient que les nombres pairs du tableau initial. Et pour autant, comme tout à l'heure, le tableau initial, lui, est toujours présent en mémoire, il n'a pas été modifié, il n'y a pas eu de perte de données, donc on est bien sur une approche fonctionnelle. Je n'ai pas altéré mes données de départ. J'ai simplement effectué un calcul sur les variables, j'ai effectué un calcul sur une variable de départ, un tableau de départ, et j'ai retourné un tout nouveau tableau. Donc ça c'est le filter. Et la troisième méthode que l'on va aborder pour manipuler les tableaux, c'est la méthode reduce, qui permet de transformer un tableau en une valeur unique en appliquant à chaque élément de ce tableau une fonction particulière. L'exemple le plus simple pour illustrer ce que c'est que la fonction reduce, c'est un exemple qui consiste à renvoyer la somme des nombres contenus dans un tableau. Je vais garder ce tableau-là, et si je veux renvoyer sa somme, l'approche non fonctionnelle, ce serait de faire un truc du genre var somme égale 0, et ensuite de faire un for, et pour chaque itération de ma boucle for, incrémenter la valeur somme. C'est une approche non fonctionnelle, enfin c'est une approche impérative, parce que pour chaque itération, on va modifier cette variable ici, jusqu'à ce que cette variable contienne le nombre que l'on veut. Alors que avec un reduce, on peut résoudre ce même problème avec une approche purement fonctionnelle, sans avoir besoin d'initialiser une variable somme. Et donc pour faire ça, il suffit de faire r.reduce, et ici, mon callback, il va prendre deux valeurs. La première valeur, je vais l'appeler ACC comme accumulateur, et la deuxième valeur, je vais l'appeler val comme valeur. Et le reduce, en fait, il va donc, comme pour le map et le filter, itérer sur mon tableau et exécuter cette fonction pour chaque élément de mon tableau. Et l'accumulateur, ce sera à chaque fois le résultat de l'exécution de la fonction précédente, ou de la précédente exécution de la fonction. Autrement dit, la première fois que cette fonction sera appelée, elle sera appelée avec la valeur 1. Ensuite, je vais effectuer un calcul, et la deuxième fois que cette fonction sera exécutée, elle sera appelée avec ACC qui vaut le résultat de la précédente exécution. Et la valeur, elle, vaudra toujours vaudra toujours la valeur actuelle de l'élément en cours d'itération. Donc lors de la première itération, valeur vaut 1, puis valeur vaut 2, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 9, puis 11. Donc pour renvoyer la somme, pour calculer la somme des nombres dans ce tableau, je n'ai qu'à faire comme ceci.
renvoyer hack plus val. Hop, et si je fais un console.log de ceci, j'obtiens une valeur unique qui est 45. On pourra vérifier, vous pouvez vous amuser à vérifier que ça fonctionne, c'est bien la somme de tous les nombres contenus dans ce tableau. Alors pour décomposer un petit peu ce qui se passe, je vais ajouter des consoles log. Donc je vais modifier cette fonction ici, et hop, cette fonction ici. Donc ici je vais faire un return de hack plus val, et avant de faire ça, je vais faire un console.log de hack et de val. Quand j'actualise, voilà ce qui se passe. Ça permet de décomposer donc chaque itération de la boucle. Lors de la première itération, accumulateur, c'est donc la première valeur du tableau, la valeur 1. Et val, c'est la deuxième valeur, la valeur 2. Lors de la deuxième itération, accumulateur, c'est le résultat de l'exécution précédente de la fonction, c'est-à-dire hack plus val, c'est-à-dire donc 1 plus 2, donc 3. Et val vaut 4, puisque c'est la valeur de l'itération suivante. Lors de l'itération suivante, hack vaut 7, puisque hack vaut en fait 3 plus 4, et val vaut 5, et lors de l'itération suivante, hack vaut 12, puisque c'est 7 plus 5, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, hack prend la valeur de la somme de hack plus val lors de l'itération précédente, jusqu'à ce que lorsqu'on arrive à la fin du tableau, on se retrouve avec une valeur unique qui est la valeur 45 et qui correspond donc à la somme de tous les éléments de mon tableau. Et comme pour le map et le filter, le callback ici peut prendre plus d'arguments, et je peux également récupérer l'index de l'itération courante et le tableau sur lequel je suis en train de travailler. Ce qui va me permettre de vous montrer un exemple un peu plus complexe de réduction. Ici on va calculer la moyenne des nombres du tableau de manière fonctionnelle. Donc pour faire ça, eh bien on va d'abord dans un premier temps faire hack plus égale val. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la valeur de l'accumulateur en lui ajoutant la valeur de l'itération courante. Et ensuite, si on est à la dernière itération du tableau, c'est-à-dire que si index vaut ar.length-1, donc ça renvoie true si on est à la dernière itération du tableau, alors on va renvoyer, on renvoie hack divisé par ar.length. Et sinon, on renvoie hack, comme ceci. Et si j'actualise, j'obtiens 5,625 qui, normalement, est bien la moyenne des éléments qui se trouvent dans mon tableau. Et d'ailleurs, pour vérifier, je peux faire tout simplement 45 divisé par 8, qui est le nombre d'éléments dans mon tableau, et je tombe bien sur 5,625. Donc là, j'ai calculé une moyenne de manière fonctionnelle. Donc ça, c'était pour map, filter et reduce. Je vous invite à pratiquer ces trois fonctions de votre côté. Et avant de terminer cette vidéo, je vais parler d'une dernière chose, un dernier pattern de programmation fonctionnelle, qui est la curification. Et la curification, c'est le fait de transformer une fonction. Donc je vais reprendre ma fonction somme du début. Et puis d'ailleurs je vais l'écrire avec une fonction fléchée. Donc A, B qui renvoie A plus B. Donc là j'ai une fonction pure qui renvoie la somme de deux éléments. Donc pour l'utiliser, je fais somme par exemple de 3 et 4, ce qui renvoie 7. Et bien la curification, c'est le fait de transformer cette fonction qui prend deux éléments en une fonction qui ne prend qu'un seul argument et qui renvoie une fonction qui prend en argument le deuxième paramètre. Donc au lieu d'appeler ma fonction comme ceci, je vais l'appeler comme ceci. Vous allez me dire, ça change pas grand chose. Bien, donc déjà pour implémenter cette curification, donc il suffit de faire, je vais commenter l'implémentation originale pour que vous puissiez comparer. En fait, plutôt que de faire donc var somme
comme ceci, avec 2 arguments A et B, faire var somme A qui, var somme A qui renvoie une fonction qui prend en argument B et qui renvoie A plus B. Donc maintenant j'ai ma fonction qui fonctionne. C'est un peu con à dire comme ça, mais c'est une fonction qui fonctionne. Et si j'exécute ce bout de code, j'obtiens bien la somme de A et B. Vous allez me dire donc ça a pas beaucoup d'intérêt, la syntaxe est pas beaucoup plus courte et comme ça elle a presque l'air plus compliquée à lire. L'intérêt de la curification, c'est donc de transformer une fonction prenant 2 arguments en une fonction ne prenant qu'un seul argument. C'est ce qu'on appelle de l'application partielle. L'intérêt, c'est que si vous voulez faire la somme de 3 et 4, puis de 3 et 5, puis de 3 et 6 par exemple, vous allez pouvoir créer une fonction ajouter 3, comme ceci. Et là, très simplement, vous avez créé une fonction qui, à chaque fois qu'elle sera appelée, va simplement ajouter 3 à l'argument qui se trouvera, qui sera pris en paramètre. Donc ajouter 3 à 4, non, je vais faire un console log. Là, je vais faire un console log de ajouter 3 à 4, ajouter 3 à 5, ajouter 3 à 6. Et j'obtiens donc 7, 8 et 9. Donc la curification, ça permet de, comme ça, se créer une librairie de fonctions simples très facilement, puisque en fait, il me suffit d'appeler somme, si je veux faire par exemple une fonction ajouter 5, il me suffit d'appeler somme 5 pour créer une fonction, et là j'ai créé une fonction dont le rôle est d'ajouter 5. L'intérêt, c'est surtout de créer des fonctions qui ne prennent qu'un seul argument, là où tout à l'heure, j'avais une fonction qui prenait plusieurs arguments. Et donc ça veut dire que cette fonction ajouter 3 ou ajouter 5, parce qu'elle ne prend qu'un seul argument, je peux très facilement la passer en paramètre, notamment à un map par exemple, ou à toute autre fonction qui est faite pour fonctionner avec des callbacks ne prenant qu'un seul argument. Donc par exemple, si j'ai un tableau 1, 5, 8, 9, et je peux faire très bien un point map de ajouter 3. Là, je vais juste faire je vais mettre ça dans un console log, à chaque fois j'oublie, mais comme ça on peut voir le résultat. Hop, ici ajouter 5. Alors j'obtiens bien les tableaux que je m'attends à avoir. Et puis surtout, je peux faire je peux passer en paramètre de map somme 10. Et là, j'ai créé un tableau qui ajoute 10 à chaque élément du tableau original. Et c'est, entre guillemets, plus élégant que de faire à chaque fois n égale n plus 10. Ici, la différence de place requise est pas flagrante parce que c'est une opération très simple, mais sur des calculs plus complexes, c'est toujours plus simple de passer en paramètre comme ça un nom de fonction comme ceci, que d'avoir dans le corps du map la totalité de notre fonction. Et puis, si dans le corps du map, je mets la totalité de la fonction comme je l'ai fait tout à l'heure, ça pose pas de problème tant que l'opération est simple, mais si les opérations sont plus complexes, ça signifie aussi que tout ce qui est dans le corps du map ici, c'est pas réutilisable. Et souvenez-vous, le principe de la programmation fonctionnelle, c'est d'avoir des fonctions qui soient les plus réutilisables possibles. Donc ça, c'est la curification. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo consacrée à la programmation fonctionnelle en JavaScript. On a vu l'essentiel des bonnes pratiques, des notions importantes de la programmation fonctionnelle. Dans la deuxième partie, on s'attaquera à une autre notion qui est la notion d'immutabilité. Et ça va nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment causés par les maps, les filters, les reduce qu'on a vu tout à l'heure, et de gagner en performance en évitant de créer des copies inutiles de données dans la mémoire.
Voilà, je ne vous en dis pas plus, comme ça vous intriguera un petit peu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.